Andrew Gosden est un enfant plutôt ordinaire, né le 10 juillet 1993. Il habite dans la banlieue de Doncaster, au Yorkshire du Sud, en Angleterre. Ça fait plus de 10 ans qu'il est porté disparu. Les circonstances de sa disparition sont très mystérieuses. Avant de commencer, je vous invite à aller vous chercher quelque chose à boire ou à grignoter, parce que son histoire est quand même assez longue à raconter. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Bon, avant de parler de la journée de sa disparition, on va voir ensemble les instants qui ont précédé son comportement et tout détail jugé incohérent qui pourrait nous donner un indice. Je vous rappelle que ce cas de disparition reste encore irrésolu. On ne sait jamais avant la disparition. Andrew avait les cheveux brun clair, mais il envisageait de les teindre en noir avant de disparaître. Les parents d'Andrew sont tous deux des chrétiens engagés, mais ils n'avaient pas baptisé leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas leur imposer les croyances. Avant sa disparition, Andrew n'était pas allé à l'église depuis 18 mois. C'est peut-être normal pour un adolescent, mais s'il a cessé d'un coup, c'est un petit peu étrange. Il avait aussi été scout, mais il avait dit à son père qu'il ne participerait plus au groupe quelques mois avant sa disparition. La famille d'Andrew le décrit comme étant un oiseau de maison, c'est-à-dire un garçon qui quitte rarement la maison et surtout pas sans dire où il allait. On lui avait donné plusieurs téléphones portables au fil du temps, dont un pour son anniversaire de 12 ans, mais il était pas vraiment intéressé au téléphone. Puis genre, il les perdait tout le temps, et puis ensuite, il n'a pas cherché à remplacer le téléphone quand il l'avait perdu. Donc, au moment de la disparition, il ne possédait aucun téléphone portable. Certains pensent qu'il revendait les téléphones pour se faire un peu plus d'argent en prévision de partir pour Londres. Il s'intéressait aux jeux vidéo et aux groupes de métal. Il écoutait du Slipknot, Marilyn Manson, Muse et d'autres groupes similaires. Il était intéressé par le monde du goth, donc ce qui est gothique. Il a été vu pour la dernière fois vêtu d'un t-shirt Slipknot noir, d'une paire de jeans noirs, d'une montre au poignet gauche et portant un cartable recouvert d'une toile noire sur lequel étaient placés des stickers ou des écussons de divers groupes de métal. Cette espèce de cartable en toile, c'est un peu comme un sac aussi. C'est comme des sacs d'école en forme de cartable, en tissu. En tout cas, c'est ce que je comprends. À l'école, il était doué, il avait un taux de présence de 100%. Donc, il manquait pas l'école. Il fréquentait une école secondaire catholique. Il faisait aussi partie du programme des jeunes surdoués et talentueux qui visait à améliorer le développement éducatif des 5% des meilleurs élèves et il était censé obtenir un A dans ses examens du GCSE. Le GCSE, c'est le nom du diplôme de fin d'études secondaires là-bas. On le décrivait comme un mathématicien primé qui semblait destiné à Cambridge. Cambridge, qui est une excellente université du Royaume-Uni. Mais l'école, pour lui, de ce que je comprends, c'était un peu ennuyant, dans le sens qu'on dit qu'il avait une attitude neutre à l'égard de l'école, car après avoir navigué paisiblement, tranquille, à travers ses études jusqu'à présent, il espérait que la prochaine session scolaire constituerait un défi supplémentaire. Mais il était discret sur sa vie scolaire et ne révélait que très peu de choses à ses parents. C'était un garçon heureux, il vivait bien avec sa propre compagnie, mais c'était pas quelqu'un de solitaire, puisqu'il avait son petit groupe d'amis avec qui il partageait les mêmes idées. Cependant, la famille d'Andrew dit qu'il n'a pas fréquenté ses amis, ce petit groupe d'amis, en dehors de l'école. On pourrait aussi penser qu'il était intimidé par des camarades, mais Andrew ne présentait aucun signe de dépression et rien n'indiquait qu'il était victime d'intimidation. Même si certains croient qu'il voulait juste passer un bon moment dans sa ville préférée qu'est Londres, là où il a disparu, avant de mettre fin à ses jours là-bas. Ok, mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça? On va le voir plus tard sur quoi se basent les gens qui croient à cette théorie. Mais pour le moment, on va continuer à observer, à analyser les détails d'avant sa disparition. Son père a déclaré que Andrew était un garçon, on va dire, absent,
pas très wise, streetwise, c'est-à-dire un peu naïf et donc potentiellement vulnérable. En même temps, c'est un peu normal, il y a 14 ans. C'était un personnage profond qui n'était pas énervé. Et je précise que le terme personnage profond est entre guillemets donc une citation du père. Comme dans l'expression, c'était tout un personnage. Il y avait vraiment une personnalité profonde propre à lui. Les professeurs, eux, le décrivaient comme quelqu'un de calme, de timide et de mûr pour son âge. D'autres ont fait paraître aussi qu'au moment de la disparition, oui, il avait 14 ans, mais il avait l'air plus jeune, donc il avait plutôt l'air d'avoir 12 ans environ. Il était petit pour son âge. Certains traits physiques de particulier avec Andrew, c'est qu'il portait des fortes lunettes de vue et il était sourd d'une oreille et à l'autre oreille, il avait un trouble que je vous mentirai pas, j'ai de la difficulté à expliquer. Je vais vous mettre une photo. Il y avait, je pense, comme une malformation à l'oreille, à l'autre oreille. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment pas important comme détail dans l'histoire. Bon, autre coïncidence importante à considérer pour tenter d'élucider ce grand mystère de disparition, c'est que pendant les vacances scolaires de l'année 2007, Andrew ne voulait pas aller chez sa grand-mère. Il est donc allé dans une espèce de camp, un centre pour enfants surdoués, et il est revenu plus enthousiaste qu'à l'habitude une fois revenu à la maison à propos de ce qu'il faisait là-bas. Donc, je sais pas ce qu'il faisait là-bas, je sais pas si ça l'a germé des idées dans sa tête, si c'est en partie responsable de la raison du pourquoi il est parti comme ça, mais peut-être. Puis l'école avait recommencé et les derniers jours avant sa disparition, il avait changé sa routine. D'un coup, alors qu'il faisait jamais ça, il avait décidé de rentrer à pied au lieu de prendre l'autobus 2 fois. C'était 6,4 km de marche, soit environ 1h20 qu'on estime que ça lui prenait de temps. Sinon, la veille de la disparition, rien de spécial s'était passé selon le père, selon la famille. Il avait joué un jeu avec son père, il a regardé la télé avec sa mère, ils ont mangé tous ensemble et puis il a fait la vaisselle. Voilà, soirée bien ordinaire. Et pourtant, journée de sa disparition. Il a disparu du centre de Londres le 14 septembre 2007 à l'âge de 14 ans. Il a quitté son domicile de Doncaster en retirant 200 € de son compte bancaire. Il a acheté un billet aller simple de la gare de Doncaster pour Londres. Il a été vu pour la dernière fois sous surveillance vidéo en quittant la gare de King's Cross et la raison pour laquelle Andrew s'est rendu à Londres cette journée-là est toujours inconnue et un grand mystère. Selon sa famille, sa mère surtout, ce matin-là, il était difficile à faire lever du lit, il était irritant alors que d'habitude il était toujours à l'heure. Donc c'était inhabituel. Et puis, il quitte la maison à 8h05 pour aller à l'école. Mais il ne prend pas l'autobus en fait et il attend plus loin dans un parc que toute sa famille ait quitté la maison. Un révérend, un ami de la famille, le voit sur un banc de parc mais il ne va pas le voir. Il ne s'en approche pas. Puis, Andrew retourne chez lui. On le sait parce qu'il a été capturé par vidéosurveillance d'une caméra d'un voisin. Il a mis son uniforme scolaire qu'il portait dans la machine à laver. Il a mis sa veste, il l'a accroché après une chaise et il s'est rhabillé en mode confortable avec, mais vous l'avez deviné, son t-shirt Slipknot, ses jeans et ce avec quoi on l'a vu sur la vidéosurveillance de la gare. Il apporte avec lui un sac cartable, un sac mallette, je sais pas trop comment l'expliquer, en tout cas, agrémenté, comme je disais tantôt, d'écussons, de stickers de différents groupes de métal ou de rock. Il a également pris ses clés, son portefeuille et une console PlayStation portative. Aucun autre bien a été identifié comme manquant. Il fut rapidement établi qu'Andrew n'avait pas pris son passeport avec lui. Donc, il comptait pas quitter genre le pays. On n'aurait pas dit qu'il s'en allait dans sa tête pour super longtemps. Parce que, en plus, le père d'Andrew a dit qu'il semblait pas avoir apporté genre un sweatshirt, un chandail plus chaud, un manteau. Tu sais, au cas où il ferait froid. Puis, il a pas apporté le chargeur de sa console de jeux vidéo portative. Genre, pourquoi? Donc, il l'aurait oublié ou il l'aurait juste pas apporté volontairement? Et encore plus bizarre, c'est qu'Andrew a également laissé 100 € en argent comptant dans sa chambre. C'est de l'argent qu'il avait épargné depuis son anniversaire. Donc à 8h30, Andrew a quitté son domicile. Donc tout ça, ça s'est passé en un court laps de temps jusqu'à présent. Et il a été aperçu à cause d'une vidéosurveillance d'un voisin, encore une fois en train de descendre une rue, j'ai pas noté le nom de la rue mais c'est pas important, en direction du même parc que tantôt.
Et là, il s'est rendu dans un distributeur automatique de billets dans un garage local pour y retirer 200 €, c'est-à-dire presque tout l'argent de son compte bancaire. Le distributeur ne donnait que des billets de 20 €, donc il ne pouvait pas retirer la somme totale puisqu'il avait comme somme totale dans son compte 214 €. C'est bizarre puisqu'il a laissé 100 € comptant dans sa chambre avant de partir. Je dirais là, je comprends juste pas. Est-ce qu'il aurait rencontré quelqu'un en chemin? Mais ça avait l'air prémédité quand même, au moins depuis la veille et peut-être même quelques jours, donc je comprends pas honnêtement. Et en tout cas, c'est là qu'il se rend ensuite à la gare. Donc il est allé à pied à la gare de Doncaster et c'est là qu'il a acheté son billet aller simple pour Londres. Il est monté dans le train à 9h35 en direction de la gare de King's Cross à Londres. Il y a des témoins qui l'ont vu monter seul à bord du train. Donc il n'était pas accompagné, donc il n'a pas vraiment rencontré quelqu'un en chemin. Et il n'avait pas l'air menacé non plus ou stressé sur les images des vidéos de surveillance de la gare. Je trouve qu'il avait l'air complètement relax. Une des témoins, c'est une femme qui s'est assise à côté de lui dans le train et elle se souvient d'Andrew parce qu'elle l'a décrit comme étant calme et absorbé par son jeu vidéo. Donc il était relax pour être absorbé dans un jeu vidéo alors qu'il s'apprête à partir à l'aventure à Londres. Si ça aurait été vraiment quelque chose de big puis qui comptait disparaître, pourquoi il était si relax que ça? C'est étrange. Mais en tout cas, le témoin, la dame en question, se souvient bien de lui à cause de ça. Une autre vidéosurveillance a montré Andrew en train de quitter la gare King's Cross à 11h25 cette fois, le 14 septembre 2007. Et c'est officiellement la dernière fois qu'on le voit. Les démarches. Juste pour mal faire, lorsqu'il n'a pas pu suivre ses cours à l'école, ses professeurs ont tenté de contacter ses parents, comme on fait d'habitude quand il y a une absence à l'école, mais la personne aurait juste composé un mauvais numéro par erreur et donc n'aurait pas pu joindre les parents et donc son absence n'aurait pas été comme immédiatement prise en compte et donc sa disparition va être signalée que vraiment plus tard dans la journée. En fait, ce n'est que le soir, comme vers l'heure du souper, que ses parents s'en sont rendus compte. C'est parce qu'ils voyaient qu'il était pas là à la table pour souper, mais ils croyaient qu'il était dans la cave en train de jouer à ses jeux vidéo ou bien dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Ben non, il était pas là. Donc ensuite, ils ont pensé qu'il était parti chez un ami ou un voisin ou qu'il avait simplement juste pas vu l'heure passer d'où il était. Donc ils ont téléphoné à ses amis, mais c'est là qu'ils ont appris que en fait, non seulement il était pas chez les amis en question, mais il ne s'était pas pointé à l'école de la journée. Vers 19h, la police a été appelée. C'est un peu long, malgré que je comprends que ça pouvait pas se faire plus vite dans les circonstances. Jusqu'à date, c'est pas la faute à personne, à part peut-être le ou la responsable à l'école qui a composé un mauvais numéro, mais sinon c'est juste un concours de circonstances qui fait que ça aurait pas pu aller plus vite pour commencer les démarches de recherche. Mais c'est quand même long si on considère que lui, dès 8h le matin, 8h05, il mettait déjà son plan de partir à Londres à l'œuvre et là on est rendu à 19h le soir, c'est long. Il y a eu le temps de se passer bien des choses entre-temps. Et là, à ce moment-là, vous imaginez, la famille était en panique totale parce que la famille avait d'abord cru qu'il est arrivé quelque chose sur le chemin du retour de l'école. Mais c'est ça, quand ils ont appris qu'il était juste pas allé à l'école, et bien là, c'était encore plus la panique. La famille a bien sûr refait l'itinéraire que son fils avait fait dans l'espoir de trouver des petits indices, d'avoir des traces de quelque chose, des preuves, mais absolument rien a été trouvé qui aurait pu aider. Dans les 3 heures qui ont suivi la déclaration de disparition, une genre de battue, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, je suis pas très familière avec les termes dans ce domaine-là, a été organisée, c'est comme avec une map et tout, donc la région a été fouillée jusqu'à la tombée de la nuit. Je sais pas combien de personnes y étaient exactement, mais bref, les policiers étaient déjà au courant, donc ils ont entrepris des démarches, je crois, officielles en cas de disparition. 3 jours plus tard, après avoir parlé à la femme qui lui a vendu son billet de train, la police a pu confirmer qu'il s'était rendu à Londres. La vendeuse de billets à la gare de Doncaster s'est souvenue de lui parce qu'il avait refusé un billet aller-retour alors que le prix c'était juste comme un petit peu plus cher. Donc elle avait trouvé ça bizarre. Le père, lui, a déclaré par la suite que c'était pas si étrange que ça, parce qu'Andrew connaissait de nombreuses personnes à Londres chez qui il aurait pu rester si jamais il avait décidé d'aller rendre visite. Donc évidemment, les premières recherches à Londres ont été effectuées dans les régions où la famille Gosden avait de la parenté. Puis quelques jours après, la famille Gosden s'est rendue à Londres pour distribuer des affiches partout dans les endroits susceptibles d'attirer Andrew, comme des musées, des expositions, ce genre d'endroits. 3 semaines plus tard, et il y en a qui disent que c'est long, 3 semaines plus tard, dans les circonstances
circonstances, mais bon. La police métropolitaine a finalement obtenu les séquences de vidéosurveillance qui montrent Andrew à King's Cross. Mais tu sais, avant ça, ils le savaient pas encore. Et on fait un gros plan aussi sur son oreille, qui avait la malformation et tout. Bref, c'est confirmé, c'est bien lui. Mais ça n'a pas donné grand-chose. La famille et la police ont enquêté sur la possibilité qu'il soit allé à Londres pour rencontrer quelqu'un qu'il avait connu sur Internet. Cependant, il n'y avait absolument aucune preuve de ça, rien qui allait en cette direction. C'est vraiment juste une hypothèse lancée comme ça parce que, rendu là, on n'a aucune idée de pourquoi il est allé là. Mais c'est pas très plausible parce que, pour plusieurs raisons, Andrew n'a pas utilisé d'ordinateur à la maison et tous les ordinateurs de l'école et de la bibliothèque ont été fouillés. Là, vous me dites, ouais, mais il y a sa console, peut-être communiquer grâce à sa console, il y a le Wi-Fi là-dessus, mais Sony a confirmé qu'il n'avait pas de compte en ligne créé sur la console. Et son père, lui, a déclaré qu'Andrew n'avait pas d'adresse électronique. Le seul ordinateur de la maison était l'ordinateur de sa sœur, mais en sa possession depuis seulement 8 semaines. Et sa sœur a déclaré qu'il semblait pas intéressé par tout ce qui était réseaux sociaux ou le fait d'être connecté et surtout pas de contacter des gens par Internet. Et sa sœur a dit car il ne semblait tout simplement pas être sociable. Donc, je crois qu'on pourrait écarter la piste d'une rencontre virtuelle. Mais on sait jamais. Là, 1 an après la disparition, la directrice de l'école secondaire où il allait s'est rendue à Londres avec le personnel et les élèves pour distribuer 15 000 dépliants. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça. Je suis comme agréablement surprise, agréablement, malgré que l'événement soit triste. Là. J'aurais aimé que ça arrive pas du tout, mais je trouve que c'était un beau geste et une action intelligente à faire. Parce que souvent, après 1 an, la majorité des gens, passent à autre chose et c'est malheureux, mais souvent on abandonne trop vite, alors que plusieurs cas de disparition pourraient très bien être résolus plusieurs années plus tard si on persisterait dans des démarches. Donc il y a une grosse question dans l'air, là, pour laquelle on n'a aucune réponse et que si on saurait au moins ça, ça nous donnerait sûrement une bonne piste à suivre pour creuser dans cette direction. Et la grosse question c'est pourquoi Londres? C'est quoi la raison? Londres? L'enquête a donc tenté de déterminer pourquoi Andrew voulait se rendre à Londres. Une des premières théories avancées par la famille était que Andrew voulait lui-même aller voir ce qui l'intéressait là-bas. Il aimait beaucoup Londres. Lorsqu'il y était allé, il avait beaucoup aimé profiter de la ville et il parlait éventuellement de vouloir aller voir sa famille là-bas, sa grand-mère, ses oncles et les amis de la famille. Puis aussi, il avait aimé visiter les musées l'autre fois et les expositions. Alors selon le père, toujours, il avait également une bonne connaissance du système de transport des trains, tout ce qui était transport en commun. Il connaissait la configuration et il avait confiance en sa capacité à se déplacer dans la ville. Donc c'est pas ça qu'il l'aurait retenu et ça expliquerait pourquoi il avait vraiment l'air relax dans les images vidéo. En plus, les déplacements en bus, en autobus étaient gratuits pour les enfants à ce moment à Londres. Aussi, le père a dit qu'il soupçonnait que Andrew aurait pu se rendre à Londres pour faire quelque chose qu'il estimait qu'il serait plus facile de se faire pardonner, genre à son retour, plutôt que d'obtenir la permission d'y aller. Donc ça aurait été son genre de le faire puis de dire je vais me faire pardonner en revenant. Mais quoi? Pourquoi? C'est quoi la chose qu'il serait allé faire justement là-bas? Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de se faire pardonner puis qu'il n'aurait pas eu une autorisation pour y aller? C'est bizarre quand même. Bon, on a appris qu'il y avait un rassemblement YouTube, donc un genre de meet-up à Londres en 2007. Ça a été un des événements identifiés par le père comme pouvant être une des raisons qui pouvait expliquer le voyage de son fils à Londres. Cependant, rien n'indique qu'Andrew aurait pu assister à cet événement à Londres. Rien n'indique non plus qu'il manifestait de l'intérêt pour YouTube seulement. Mais cette théorie-là, c'est parti entre autres parce que sur le site Reddit, si vous connaissez pas Reddit, c'est un site où est-ce que les gens publient de façon anonyme. C'est un petit peu caché, c'est un petit peu entre le dark web, la face du web cachée, et la face du web grand public, genre Google. Et c'est ça, sur Reddit, il y a quelqu'un qui avait publié une vidéo de ce rassemblement-là sur lequel on pouvait voir, selon lui, peut-être Andrew. Et la vidéo date de la journée de sa disparition. L'utilisateur qui a posté ça, il dit que la personne qu'on croit être Andrew, en fait c'est son ami, mais que c'est un garçon qui est plutôt réservé, discret, mystérieux et calme.
Donc c'est ça, il y a une vidéo que j'ai pas pu mettre la main dessus, mais il y a une photo tirée de la vidéo que je peux vous montrer. Puis il y a 2 autres photos aussi qui proviennent du rassemblement YouTube à Londres. Et là-dessus, il y a des gens qui disent qu'il a l'air beaucoup trop grand, puisqu'il était en plus petit pour son âge. Mais il y en a d'autres qui répondent à ça, oui, mais il pourrait justement, parce qu'il était trop petit, être monté sur une base d'un monument, genre pour justement pouvoir voir. Donc ça veut rien dire. Je sais pas. Il y en a qui disent qu'il a aussi l'air un peu plus vieux et plus grassouillet, mais c'est dur à dire aussi. La famille a également examiné les concerts de musique auxquels il aurait pu se rendre, où il avait pensé, vu que c'était un grand fan de musique métal et rock. Tu sais, ça se peut qu'il aurait pu économiser pour aller voir un spectacle. Ça se peut que c'était pour ça qu'il se ramassait de l'argent. La nuit de sa disparition, 30 Seconds to Mars était en concert, ainsi que Sixth, je sais pas comment le prononcer, je connais pas ce groupe-là, parce que je vais l'écrire, a présenté un spectacle d'adieu. Et Sixth a joué des concerts avec Slipknot. Slipknot qui était un groupe qu'il admirait beaucoup et dont il portait le chandail la journée de la disparition. Donc peut-être qu'il avait mis ce chandail-là en conséquence de aussi, tu sais, ça se peut. Et en plus, le lieu était à une distance de marche raisonnable de King's Cross, la gare. Le concert de Sixth était normalement prévu le 7 juillet pour 16h et ça devait être le dernier spectacle avec le chanteur original. Donc ça en faisait un événement unique. Mais si je me trompe pas, le spectacle n'a pas eu lieu comme le 7 juillet, mais il a été reporté à la date, en tout cas, de la disparition. Et là, un homme qui s'appelle Mick Neville, un chef à la retraite de Central Images Unit, en tout cas de la police métropolitaine, ben lui a estimé que la théorie du groupe Sixth était plausible. Il a donc lancé un appel pour quiconque ayant des vidéos, des photos du concert de se présenter, j'imagine, à son centre, là, à la police, peu importe, pour que ce qu'ils appellent les super reconnaisseurs, super recognizers. C'est un terme qui est utilisé depuis 2009. Là. Ben, pour qu'ils puissent numériser les images, puis là, tu sais, passer en revue tous les visages, là. Monsieur Neville a ensuite déclaré il y a un canal à proximité, ça s'appelle le Regent's Canal, et ben, il y a de l'eau, là. Et il a dit on ignore si le canal a été dragué ou s'il a été contrôlé. Donc, j'imagine qu'il voulait dire par là que, ben, il se peut qu'il soit arrivé de quoi, qu'il soit tombé, qu'il soit passé dans le canal, qu'il soit noyé ou je ne sais quoi. Mais bien qu'Andrew était fan de musique métal similaire, rien n'indique qu'il ait assisté à ces concerts malgré l'appel aux vidéos qui a été lancé, aux images pour être analysées. Rien n'indique qu'il était là, qu'il y a assisté, et rien n'indique non plus qu'il en était fan de ce groupe-là en particulier. Donc la famille a émis l'hypothèse qu'il aurait pu se rendre à Londres pour assister à un concert d'un groupe dont il était fan, c'est-à-dire le groupe finlandais HIM, donc H-I-M, je les connais pas non plus, parce que ce groupe faisait une séance de dédicace, le genre d'autographe, au magasin de disques, le HMV, de Oxford Street, le 17 septembre 2007. Ça, c'est 3 jours après le départ d'Andrew, puisqu'il est parti le 14. Pour ma part, je trouve que, s'il va là juste pour ça, je trouve que ça fait un petit peu loin de partir 3 jours d'avance là, pour ça. Je suis pas sûre que ça serait une raison assez importante pour que ça le pousse à partir de cette façon-là, puis 3 jours d'avance. Je suis pas sûre. Mais le même soir que le groupe signait les autographes, là, ben, ils offraient un concert, mais seulement sur invitation. Et la seule façon de participer à ce concert-là était d'avoir participé au préalable à des concours, à des giveaways. Des giveaways, c'est quand tu organises des tirages d'une façon X à propos d'un thème X dans lequel tu fais tirer des cadeaux, des lots, des choses comme ça. Il y en a plein sur YouTube. Donc c'est ça, bref, ils participaient à des donations de cadeaux organisées, je vais le dire comme ça, puis à des concours, et c'était la façon d'être invité au concert du même soir que quand ils donnaient les autographes dans la journée. La famille a enquêté sur cette piste à l'aide du groupe HIM lui-même, mais ça n'a donné aucune piste significative. Une info importante que j'ai pensé vous mentionner, c'est qu'un des programmes télévisés préférés d'Andrew était La chute et l'essor de Réginald Perrin. Je l'ai comme traduit en français parce qu'en anglais, c'est ça. Dans la série, l'acteur Leonard Rossiter joue le rôle d'un homme qui feint sa mort afin de commencer une nouvelle vie. Et c'était sa série préférée. Dans un discours prononcé en 2009, le père a spéculé sur les raisons de la disparition de son fils. A-t-il décidé de faire comme Reginald Perrin et de se réinventer une vie? Ou y avait-il quelque chose qui le troublait et qu'il pensait ne pas pouvoir nous dire? Dans mon cœur, je pense encore que sa disparition était une impulsion du moment.
Moi aussi, je trouve que ça semble impulsif. Oui, c'est comme préparé, mais préparé tout croche, préparé à l'idée de, mais sans préparer comme les conséquences à l'autre bout. Il est sûrement arrivé des imprévus, je sais pas quoi. Les critiques. Le père critique entre autres que les autorités n'aient pas demandé à voir les vidéosurveillances de l'autre station de train adjacente ni des autobus. Tu sais, après un certain temps, il est trop tard, je pense que t'as plus accès, parce qu'il y a eu plusieurs signalements d'apparition d'Andrew ici et là. Et il y en avait que vraiment, il aurait dû être pris au sérieux. Et on a eu un signalement d'Andrew qui a été rapporté être vu dans un Pizza Hut et aussi à Covent Garden, qui est une espèce de marché de fruits et légumes là-bas, et que ces deux signalements, entre autres, n'avaient pas été suivis par la police et même que les autorités n'avaient pas parlé à la femme qui l'avait reporté à Covent Garden avant 6 semaines. C'est long, 6 semaines! La femme a le temps d'oublier ce qu'elle a vu, là. Bon, donc comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs signalements d'apparition d'Andrew. On note 122 signalements selon l'article du Times qui est paru en l'honneur du premier anniversaire de disparition d'Andrew Gosden. Et sur la gang, le père et la famille Gosden ont trouvé qu'il y en avait comme 3, 4, en tout cas quelques-unes qui étaient plus plausibles que les autres. Et le signalement le plus plausible que le père croit être, c'est celui du Pizza Hut à Oxford Street. C'est environ à 4 km, soit à 1 heure de marche de King's Cross. Et ce signalement à Pizza Hut, c'était le jour même, le soir même de sa disparition. Pour ce qui est des signalements à Covent Garden, ça s'est aussi fait le jour même, plus tard, à son arrivée à Londres. Aussi sur Oxford Street, le lundi 17 septembre, donc 3 jours plus tard, qui est la même date que quand le groupe signait des autographes, là. En tout cas, c'est sur la même rue. Coïncidence? I don't know. Mais à ce moment-là, c'est ça, il a été aperçu sur cette rue-là et puis il dormait dans un parc de Southwark le 18 septembre. Aussi, selon certaines informations, il y a une personne qui concordait avec la description d'Andrew qui aurait été aperçu dans un train local en provenance de Waterloo à la gare de Mortlake, en tout cas le 19 septembre 2007, c'est-à-dire 5 jours après sa disparition. Puis il remontait Sheen Lane et il suivait Upper Richmond Road. Ça me dit rien parce que j'ai pas la map dans la tête, mais tu sais, c'était comme des endroits adjacents où la police aurait pu vérifier. Le 19 septembre, toujours, on a signalé qu'il se serait procuré des vêtements plus chauds. Où, quoi, quand, comment, je le sais pas, c'est juste ça qui est mentionné. Tu sais, on s'entend, tous les signalements qui ont été faits, il y a rien qui a été confirmé là-dedans, là. Tu sais, on n'est pas sûr que ce soit lui à ni l'autre des endroits, c'est vraiment des suppositions. Il y a aussi d'autres observations qui ont été rapportées plus tard, dont dans un parc à Streatham, puis plus loin dans le sud des Pays de Galles, Birkenhead et Plymouth. Maintenant, je vous amène à 2 ans après sa disparition, donc en 2009. On a eu 2 signalements, une à l'extérieur du musée d'histoire naturelle et l'autre dans un pub de Southam, donc un bar. Mais aucun de ces 2 signalements a pu être vérifié. Ok, c'est une chose de ne pas pouvoir vérifier les détails par manque de preuves, par manque d'indices. C'était vraiment dans l'impossibilité de pouvoir confirmer quoi que ce soit en l'absence d'éléments de preuve, je comprends. Mais c'est une autre chose, comme ce que, selon le père, est arrivé, c'est qu'aucun de ces signalements-là n'a été suivi par la police. En tout cas, c'est vraiment dommage, parce que ce genre de vérification-là, il faut les faire au moment du signalement comme le plus tôt possible, parce que ça, avec le temps, c'est le genre de détails que les gens vont oublier et les traces vont s'effacer. Je veux dire, ça reste pas là éternellement. S'il est passé à un endroit puis qu'il y a un indice qui nous le fait confirmer, ben je veux dire, l'indice peut être déplacé, peut être détruit, peut être jeté, peut être trouvé, les témoins peuvent ne plus se souvenir, tu sais, il faut faire ça tout de suite, parce que plus on laisse du temps passer, plus il y a un décalage entre la personne disparue, en fait, elle est rendue où, puis nous, on suit sa trace à quelle vitesse, parce que si on s'éloigne trop, ben ça fonctionne pas, là, on se tire un peu dans le pied. Je trouve ça triste, si ce que le père dit est vrai, et si c'est vrai, est-ce que la police avait de bonnes raisons de pas creuser ses pistes, tu sais, je le sais pas, il est pas mentionné grand-chose, sûrement qu'il y a des choses qu'ils ne mentionnent pas parce que c'est confidentiel, ils vont pas dire ça au public comme ça, je le sais pas, mais ça reste dommage. Avec le temps, on va reculer un petit peu. En novembre 2008, un homme s'est rendu dans un poste de police dans l'ouest des Midlands. Midlands, ça se trouve être à environ 2h40, 2h50 de Londres.
en auto. Donc l'homme se rend dans le poste de police, il fait une déclaration en utilisant le système d'interphone pour parler à un agent de police. Il affirmait qu'il disposait d'informations sur Andrew. Vu que c'était en soirée, le système d'interphone était utilisé plutôt que d'utiliser une réception par le personnel. Au moment où un officier est arrivé pour prendre les détails, l'homme était déjà parti. Ah, je sais pas pour vous, mais maudit, c'est frustrant. Toujours quelque chose qui fait qu'on passe à côté de tout ça. Et ça, c'est dès le début. À partir du moment où la personne de l'école compose un mauvais numéro, sûrement qu'elle faisait jamais de mauvais numéro en plus. Là, c'est arrivé une erreur, elle a juste pas composé le bon numéro et elle a laissé ça comme ça, ne réalisant pas qu'elle s'était trompée, puis ne pensant sûrement pas que c'était si grave que ça non plus. Mais tu sais, chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est comme si il y a un mauvais timing, comme si c'était dû pour arriver. Je sais pas, je trouve ça fâchant. Bon, c'était peut-être un canular, là, ça arrive souvent, là, qu'il y a des gens qui disent avoir des détails ou qui disent même dans des cas, exemple de meurtre, être le meurtrier. Puis je sais pas pourquoi les gens font ça, mais ça arrive souvent. Ça aurait pu être crucial comme information, mais bah, on le saura jamais. Fait que la police a bien sûr ensuite redemandé de prendre contact avec lui. Je sais pas de quelle façon ils ont procédé. Mais le poste de police est situé comme dans un parc d'entreprise, c'est comme un incubateur industriel, là, genre un quartier industriel de ce que j'ai pu comprendre. Et c'était comme difficile de s'y rendre. Pourquoi? Genre, pourquoi un policier ne peut pas se rendre dans un autre poste de police? Je comprends pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est indiqué. Fait que moi, je vais juste vous rapporter les faits, mais je comprends pas. C'est écrit que ça aurait nécessité un effort particulier pour s'y rendre. Par la suite, il y a un homme qui prétendait être celui qui a été au poste de police pour faire la déclaration dont on ignore, en écrivant anonymement à BBC. BBC, il me semble, c'est une chaîne d'information à la télé. Parce que, ben là, entre-temps, il avait présenté l'affaire à l'émission de télé The One Show, parce que la police voulait retrouver l'homme. Donc, ça doit être de cette façon-là qu'ils s'y sont pris. Tantôt, je me demandais comment, mais ça doit être de cette façon-là. L'homme qui a écrit à BBC a donné des détails, comme quoi il aurait sûrement vu Andrew à Shrewsbury en novembre 2008. Mais ni le signalement de Shrewsbury, ni le fait qu'il s'agisse du même homme que la première fois au poste de police n'ont jamais été confirmés. On sait rien. C'est encore un impasse. Bien sûr, entre-temps, tu sais, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, comme dans des cas de disparition, comme mettre des affiches sur les litres de lait, ces choses-là. Et en septembre 2009, la famille a publié des images de ce à quoi Andrew pourrait ressembler à l'âge de 16 ans pour marquer, en fait, le 2e anniversaire de disparition de leur fils. Mais tu sais, des portraits robots, je sais pas si ça donne vraiment quelque chose. Peut-être dans l'inconscient, mais de façon directe, je suis pas sûre. Il parlait de se teindre les cheveux en noir, puis là, tu sais, ça change une personne si tu vois quelqu'un qui a les cheveux noirs, puis en tout cas, moi, mon sens de l'observation, pourtant il est développé, mais pour ce genre de choses-là, si je vois juste une photo robot puis je connais pas la personne dans la vraie vie, je la connaissais pas avant non plus, même si je l'ai croisée au dépanneur, la personne, elle avait les cheveux noirs puis elle avait pris un peu de poids ou elle avait plus ses lunettes ou elle était plus habillée pareil, je vais jamais faire le lien avec une photo dans laquelle il y avait les cheveux châtain clair, qui était plus jeune puis qui avait des lunettes puis qui avait un chandail Slipknot, tu sais, jamais. Fait que est-ce que faire des portraits robots avec, tu sais, des cheveux de différentes couleurs et tout, ça peut aider vraiment? Peut-être dans l'inconscient, mais en tout cas, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas de talent pour ça, mais j'ai pas beaucoup d'espoir dans les portraits robots, mettons. Je dis ça, mais en tant que portraitiste, parce que moi je fais des portraits, honnêtement, je suis pas sûre que ça sert beaucoup, malheureusement, mais bien sûr, faut le faire. Tu sais, je dis pas ça pour dire de pas le faire, là, au contraire, là, faites tout ce que vous pouvez et ça en fait partie. Donc, les portraits robots, c'était en septembre 2009, mais en novembre 2009, le père, lui, a fait appel à la communauté gay pour l'aider à retrouver son fils. Parce que là, la famille d'Andrew a envisagé la possibilité qu'il ait eu des problèmes avec son orientation sexuelle. Je doute bien gros pour ma part que ce soit en lien, mais bon, rendu là, toutes les pistes sont bonnes. Selon les statistiques de cette époque, les enfants ou adolescents gays ou lesbiennes étaient beaucoup plus susceptibles de fuir que les enfants hétérosexuels. Le père a déclaré « Nous sommes une famille assez ouverte, nous nous sommes donc demandé s'il était gay ou s'il luttait avec son identité sexuelle et il l'avait trouvée trop malaisante à apprivoiser. » Par exemple. J'essaie de traduire en mes mots ce qu'il a dit, mais vous comprenez. Et là, il dit « S'il est gay, ça ne nous pose aucun problème. Il est aimé sans condition par ma femme, moi et sa sœur. » Tu sais, je fais une petite parenthèse parce que ça se peut qu'il y ait eu des doutes sur son orientation sexuelle parce que c'était un garçon quand même assez renfermé, il était pas trop sociable, il avait pas l'air à se tenir avec des filles. On parlait de camarades qui ont les mêmes idées que lui. C'était quelqu'un qui admirait beaucoup Marilyn Manson et Marilyn Manson est très proche
provocateur au niveau justement de sa sexualité, de son apparence, des non-dits. Tu sais, on s'entend, là, vous connaissez tous les histoires qu'il y a eu sur Marilyn Manson, sur le fait que supposément la rumeur disait qu'il se serait fait enlever des côtes pour pouvoir se faire des autofellations. Il y a eu plein de rumeurs, donc peut-être qu'il y avait une orientation sexuelle qui le rendait très inconfortable, je le sais pas. En mai 2011, la famille a finalement payé une entreprise privée pour effectuer une recherche sonore qu'on appelle sur la Tamise. La Tamise, c'est une rivière. En anglais, elle porte un autre nom, là. C'est-à-dire au moyen de la même technologie qui est utilisée pour localiser des victimes ou des objets importants dans la mer. Mais aucune trace d'Andrew a été trouvée, malheureusement. Cependant, ça a permis de trouver un autre corps. Bon, je saute des démarches faites par la suite dans les années 2010 et plus, parce que tu sais, il y en a eu quelques-unes, question de rappeler aux gens, aux citoyens, au peuple, au monde entier, aux médias, ben le visage d'Andrew pour qu'il y ait encore toujours un espoir qui traîne là. En 2015, un utilisateur de 4chan, qui est un site un peu comme Reddit, où des utilisateurs anonymes publient et discutent un peu à la manière d'un forum sur des sujets souvent creepy ou des crimes ou des sujets qu'on comprend pourquoi les utilisateurs restent anonymes. Vous voyez, et les gens s'échangent des photos. Et bon, bref, il y a eu une publication en 2015 qui a été faite sur ce site. C'est cette photo. Mais aucune information est rattachée à la photo, mis à part que, supposément, il vivait au pays de Galles. C'est drôle, tantôt, les Pays de Galles sont sortis aussi dans un autre signalement. Ça a l'air qu'il y avait un accent un peu britannique et qu'il travaillait dans l'informatique, des logiciels, bref. Le 12 septembre 2017, la police était en train de lancer un nouvel appel. La déclaration sur la page Facebook de la police du Yorkshire du Sud décrit certaines pistes d'enquête utilisées pour retrouver Andrew. Et ces méthodes décrites comprenaient l'enquête sur les demandes d'ordonnances optiques similaires à celles d'Andrew. Ça, je trouve que c'est tellement intelligent. Les demandes de documents qui émanent du bureau des passeports ou de l'assurance nationale ou de la circulation de l'ADN. Ça aussi, c'est très intelligent. Ils ont aussi demandé des empreintes digitales et les dossiers dentaires et médicaux d'Andrew. Enfin! Genre, pourquoi on peut pas commencer ces démarches-là avant? C'est-tu parce que c'était pas accessible en 2007? Ben là, j'en doute, c'était quand même passé des années 2000, là. On avait quand même une certaine technologie rendue là, me semble. En tout cas, donc, le ton de la déclaration qui avait été faite sur la page de la police semble dire qu'il croyait qu'Andrew était peut-être encore en vie. La police procède à des contrôles annuels à l'hôpital, de ce qu'on appelle des John Does. Donc, John Doe, c'est le nom qu'on donne à des victimes dont on ignore l'identité ou à des gens dont on veut cacher le nom volontairement. Donc, il faisait des contrôles parmi les John Doe de l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas Andrew parmi ces gens-là. Aussi, Mick Neville pense qu'il y a des liens potentiels qui devraient être étudiés entre le cas de la disparition d'Andrew et celui de Alex Slowley, qui est un autre étudiant en mathématiques doué et qui a disparu à 16 ans de Londres 10 mois après Andrew. Mais on n'a pas plus d'informations là-dessus et je vais pas aller plus loin sur sa disparition à lui dans cette vidéo-ci. Je vais me concentrer sur celle de Andrew. Je fais juste vous dire que c'est genre une autre des pistes qui pourrait nous aider, mais c'est pas la plus plausible, là, t'sais. Ça nous apporte pas grand-chose de savoir ça, en tout cas. Et là, revirement de situation, qui a pas viré assez à mon goût, mais qui aurait dû, en tout cas, ce qui est, à mon avis, le signalement le plus important, le plus cohérent, qui a été fait, genre 10 ans plus tard, en juin 2018. La famille a révélé qu'une personne avait rapporté une conversation en ligne avec une personne portant le nom d'utilisateur, tenez-vous bien, d'Andy Rue. Andy Rue. Andy Rue. Faut que vous sachiez que le surnom d'Andrew était Rue. Je vous l'ai pas mentionné au début, mais oui, je l'ai vu dans mes recherches que c'était son petit surnom. Donc, ce Andy Rue, dans la conversation, affirmait que leur petit ami, Boyfriend qui était mentionné, les avait quittés et qu'il leur fallait 200 € afin de payer le loyer. Encore là, la clause de l'homosexualité pourrait être plausible parce que il parlait de boyfriend, mais là, je sais pas s'il parle d'un amoureux ou juste d'un boyfriend, un ami gars, un chum de gars comme on dit au Québec. Je ne sais pas qui c'est.
En tout cas, ça fait beaucoup de coïncidences, vous trouvez pas? Mais c'est pas fini. Dans la conversation, lorsque la personne leur proposa de leur envoyer de l'argent, l'utilisateur, donc Andy Rue, affirma qu'il ne possédait pas de compte bancaire car ils avaient quitté la maison à 14 ans. Il au pluriel, et à 14 ans, ça concorde parfaitement. Donc peut-être qu'il n'était pas avec quelqu'un au moment de la vidéosurveillance. Peut-être il n'était pas avec quelqu'un. Mais peut-être qu'il allait voir quelqu'un qui avait aussi planifié ça de son côté, tu sais, on ne sait pas. Mais ça coïncide tellement, ça coïncide avec le fait qu'ils voulaient partir une nouvelle vie et qu'ils ont quitté à 14 ans leur domicile et qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Moi, c'est ce que j'en comprends. Donc, ce lien entre la disparition d'Andrew et la conversation en ligne a fait l'objet d'une enquête par la police, bien évidemment. Mais la personne portant le nom d'Andy Rue n'a pas été identifiée. Je pense que le compte a disparu ou je sais pas quoi, là, quelque chose comme ça. J'ai lu ça sur un des sites qui parlait de cette histoire-là, mais dans les écrits officiels, c'est juste pas mentionné la raison de pourquoi l'utilisateur Andy Rue n'a pas pu être identifié. Mais moi, je comprends pas que ça n'a pas été plus loin que ça. Tu sais, si la conversation est réelle, que ça s'est passé. On voit les échanges écrits de la conversation et on voit le compte d'utilisateur de Andy Rue. Donc si tout ça c'est réel, mais c'est évident qu'il y a un lien. Pourquoi on ne nous a pas donné plus de détails suite à cette découverte? Pourquoi l'identité n'a pas été confirmée? Pourtant, avec ces informations, ils sont en mesure de retracer la personne et d'exiger de confirmer l'identité. Tu sais, tu me semble, c'est rendu là, c'est simple. Là. Ce sont des professionnels, ils ont tous les outils pour le faire. Je comprends absolument pas le dénouement de ça. Puis comment ça, le compte d'utilisateur aurait été, je sais pas, soi-disant comme supprimé ou inaccessible ou disparu ou... Ouais, pis t'as encore les traces de l'adresse IP d'où ça vient. Genre, je comprends pas que ça ait pas été plus loin. Pis pourquoi le compte aurait disparu comme ça? C'est parce qu'il se serait douté que quelqu'un s'en serait rendu compte et serait à sa recherche? Même là, il s'est pas connecté du dark web, là, sinon ça serait mentionné. Fait que je comprends pas pourquoi on peut pas le retracer. Genre, pourquoi? Il me semble dans un cas comme ça, tu fais des efforts. T'sais, non, je comprends vraiment pas le dénouement de ça. Un mois plus tard, en juillet 2018, à l'occasion du 25e anniversaire d'Andrew, 2 photographies actualisées, c'est-à-dire des portraits robots qui l'ont vieilli, ont été publiées par la famille. Et également, il a été annoncé que le groupe Muse aiderait à faire connaître la campagne visant à retrouver Andrew. Si d'ailleurs vous avez des informations, j'en profite pour vous dire que le lien du blog du site officiel pour retrouver Andrew va être en barre d'infos. La famille a gardé la chambre d'Andrew comme il l'a laissé et il n'a pas changé les serrures de la maison car elle sait qu'Andrew avait apporté sa clé. Je trouve ça tellement triste pour la famille. Moi, quand j'ai lu ça, ça a fait comme ben oui. Tu sais, genre la famille a tellement espoir que même là, elle changera jamais les serrures au cas où son fils revienne. Fait que la clé... Ah, c'est triste. Pour penser quelque chose comme ça, c'est que la famille doit être dévastée, doit être détruite. C'est dur de garder un espoir pendant longtemps sans que ça aboutisse à quelque chose, que ce soit négatif ou positif. Genre au moins quand t'as un décès, un corps, une victime, tu peux faire un deuil, tu peux changer la serrure si tu veux, tu sais que t'as plus d'espoir même si t'es super triste, mais de juste pas savoir, puis qu'à la fin, tu sais pas s'il est peut-être mort, puis qu'il faudrait que tu fasses ton deuil, mais peut-être tu le sauras jamais, puis c'est toi qui vas mourir avant de le savoir. C'est affreusement lourd de vivre avec ça. Et tu sais pas non plus s'il va revenir, si un jour on va le retrouver, puis qu'il est en vie, puis qu'il va bien. Tu le sais pas, fait que t'es comme obligé d'entretenir l'espoir, en même temps tu te fais mal. Ah, ça doit être dur, là. Le compte bancaire d'Andrew n'a pas été utilisé depuis qu'il a fait le retrait de 200 € le 14 septembre 2007. Conclusion. Il est toujours disparu à ce jour, donc si vous disposez d'informations, contactez les autorités, les responsables. Le lien du site pour retrouver Andrew est en barre d'infos, vous pouvez toujours passer par là. On sait jamais, il y a des cas de disparition irrésolus qui finalement sont résolus des années plus tard. Surtout que dans ce cas-là, il est fort probable que ce soit pas un cas d'enlèvement et donc qu'Andrew soit toujours en vie. Bien sûr, je vous demande de rester respectueux dans les commentaires. Je ne veux en aucun cas diffamer sur les événements. J'essaie de dire les choses justes. Peut-être que je me trompe sur certains détails, mais ce n'est pas mon but. Je vais juste raconter l'histoire. Je veux pas en faire une histoire modifiée ou quoi que ce soit, où je raconte pas l'histoire pour en tirer profit pour vous raconter une histoire de peur, là. C'est vraiment juste que certains cas
de disparition qui me touche ou que j'ai de l'espoir que ça peut mener à une fin heureuse, ben j'aime vous en parler dans mes vidéos. C'est sûr, ma chaîne n'est pas qu'à propos de ça, mais j'espère que vous avez quand même apprécié cette histoire et que je n'ai pas manqué de respect à personne. Ça n'était pas le but. Je ne veux pas blesser les proches concernés et donc je vous demande de faire pareil. Sur ce, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. This guy.